J'ai tué mon mari d'un coup de poignard en plein cœur, devant nos invités, un soir de gala à l'Opéra Garnier. Personne n'a bougé. Ils pensaient que c'était une mise en scène théâtrale, un prélude dramatique à Tosca. Le sang, chaud et poisseux, s'est répandu sur le tapis rouge du foyer, et les premiers cris ont éclaté comme des bulles de champagne qui explosent trop tôt. Mais ce n'était pas de l'opéra, c'était ma vie qui se jouait, et le mien qui s'achevait dans une mare écarlate. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, m'avait toujours semblé un écrin parfait pour mes illusions. J'étais Claire Duval, héritière d'une lignée de parfumeurs qui avait imprégné les rues de la rive gauche de l'odeur entêtante du jasmin et du musc. Mon père, un alchimiste des essences, avait bâti un empire sur des secrets de famille. Des formules volées à des laboratoires italiens, des alliances scellées dans des salons enfumés de Montmartre. Il m'avait élevé dans l'idée que la trahison était un parfum qu'on ne sent que trop tard, quand il imprègne déjà la peau. « Claire, ma chérie, me disait-il en mélangeant ses fioles, l'amour est comme l'absolu. Il concentre tout, mais il brûle si on s'y expose trop longtemps. » J'avais ri, à l'époque, pensant que c'était une métaphore poétique. Aujourd'hui, je sais que c'était un avertissement. J'ai rencontré Étienne lors d'une réception au Louvre, sous les plafonds peints de la Vénus de Milo qui nous toisait d'un œil de pierre impassible. Il était avocat, spécialisé dans les fusions-acquisitions, avec ce sourire carnassier qui fait fondre les notaires les plus austères. « Madame Duval », m'a-t-il lancé en levant sa flûte de Krug, « votre nom évoque les jardins de Grasse, mais vos yeux. Ils sentent le scandale de Belleville. » J'ai rougi, ou du moins feint de rougir, car déjà, sous la soie de ma robe Chanel, je sentais le frisson d'un jeu qui s'annonçait. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, dans la chapelle de l'hôtel de Crillon, entourés de cousins provinciaux qui mâchonnaient des macarons en chuchotant sur mon coup de foudre. Le contrat de mariage, je l'ai rédigé moi-même, tard la nuit, dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. Étienne n'a jamais lu les annexes. Il signait d'un paraphe élégant, confiant en mon amour comme en ses plaidoiries gagnées d'avance. C'était mon premier mensonge, un paragraphe anodin sur la séparation des biens qui masquait un réseau de fiducies offshore. J'avais appris de mon père, toujours un filet de sécurité, invisible comme la note de fond d'un parfum. Les premières années furent un tourbillon de dîners chez l'ami Louis, de week-ends à Deauville où le vent salé fouettait nos rires, et de ces nuits où Étienne me murmurait des promesses en embrassant la courbe de mon épaule. « Tu es ma muse, Claire », disait-il, et je le croyais, ou faisais semblant. Mais Paris, cette putain capricieuse, révèle vite ses fissures. Un soir d'automne 2018, alors que les feuilles jaunissaient sur les quais de Seine, je suis rentré plus tôt d'un voyage d'affaires à Lyon. L'appartement était plongé dans une pénombre familière, mais un bruit, un gémissement étouffé, m'a arrêté net dans le vestibule. La porte de la chambre était entrebâillée, et là, sur nos draps de lin égyptien, je les ai vus, Étienne et ma sœur cadette, Isabelle. Elle, avec ses cheveux roux cascadant comme une chute de feu, et lui, les mains agrippées à ses hanches comme à un verdict favorable. Je n'ai pas crié. Pas de vase brisé, pas de hurlement qui réveille les concierges. Non, je me suis retiré comme une ombre, descendant l'escalier de service pour fondre dans la nuit parisienne. Assise sur un banc du Champ de Mars, face à la tour Eiffel qui clignotait son indifférence, j'ai pleuré non pas de douleur, mais de rage froide. Isabelle, ma petite sœur, celle que j'avais sortie de l'enfance misérable de notre mère veuve à Nanterre, celle à qui j'avais payé des études à Sciences Po pour qu'elle ne finisse pas serveuse dans un bistrot de la Bastille. Et Étienne, qui avait juré sur l'autel de Notre-Dame que son cœur était un coffre-fort inviolable. La trahison n'était pas seulement charnelle, elle puait le calcul. Isabelle m'avait toujours envié, mes robes signées, mes invitations au vernissage du Centre Pompidou, et Étienne, avec son ambition vorace, voyait en elle un levier pour infiltrer les cercles plus authentiques de la gauche caviar. Le lendemain, j'ai feint l'ignorance. Des sourires au petit déjeuner, des baisers volés dans l'ascenseur. Mais en secret, j'ai commencé à fouiller. Les relevés bancaires d'Étienne montraient des virements discrets vers un compte à Genève, au nom d'une société écran, Parfum oublié SARL. Isabelle avait lancé sa propre ligne de cosmétiques, un clin d'œil moqueur à l'héritage Duval, et ses fonds, issus de mes brevets familiaux, détournés par Étienne via des clauses qu'il avait glissées dans nos contrats professionnels. Il m'avait volé, non pas pour l'amour, mais pour bâtir leur nid douillet. Pire, un dossier médical falsifié, daté de 2 ans plus tôt, attestait que j'étais inféconde, une rumeur qu'Isabelle avait semée dans nos cercles pour justifier leur liaison future. J'étais stérile? Mensonge. Mais le doute s'était insinué, empoisonnant nos nuits. Je décidai alors de porter le fardeau. Pas le leur, mais celui d'un crime plus ancien. Mon père n'était pas mort d'une crise cardiaque, comme l'officialisait le certificat du docteur Lambert. Non, il s'était suicidé, acculé par un scandale. Une formule de parfum addictive, aux opioïdes cachés,
qui avait causé des overdoses chez des clients branchés du Marais. Étienne, en tant qu'avocat de la famille, avait étouffé l'affaire, mais en échange, il avait exigé une part des royalties et ma main. J'avais gigné le silence, signant des aveux anonymes qui me liaient à la distribution illégale. Si la vérité éclatait, ce serait moi, Claire Duval, la coupable, pas lui. La trahison était un étau. Ils m'avaient piégé pour que je porte leur péché. Les mois suivants furent une danse macabre. Je jouais la parfaite épouse, organisant des galas pour la Fondation Cartier, tandis qu'en sous-main, je tissais ma toile. Un détective privé, un ancien flic de la PJ Auvergnat nommé Moreau, creusa pour moi. Il trouva des mailles codées entre Étienne et Isabelle. Plan pour me discréditer publiquement, me faire passer pour une hystérique alcoolique lors d'un prochain scandale. Elle craquera, et on héritera de tout, écrivait-elle. Lui répondait, patience, ma flamme. Le contrat est en place. Quel contrat? Pas le nôtre. Un autre, notarié à Nice, où il transférait mes actifs vers une holding familiale fictive. Je n'avais rien vu venir. J'avais rédigé le nôtre, mais ils avaient réécrit ma vie. La tension montait comme une marée noire sur la côte d'Azur. Lors d'un week-end à Cannes, Isabelle me glissa un verre de rosé trop pâle. À la famille, trinquait-elle, ses yeux verts, héritage de notre mère, pétillant de malice. Le poison n'était pas mortel, juste assez pour me faire délirer devant des investisseurs. J'ai vomi tripes et boyaux dans la salle de bain de l'hôtel Martinez, tandis qu'elle et Étienne concluaient un deal avec des Saoudiens pour « parfum oublié ». C'était le moment, je les confrontais, non pas avec des cris, mais avec un dossier. Photos, enregistrements, preuves irréfutables. Vous pensiez que j'étais aveugle, dis-je, ma voix un murmure de soie déchirée. Étienne blêmit, Isabelle rit nerveusement. C'est un malentendu, Claire. On voulait juste te protéger. Protéger? De quoi? De la vérité que j'avais portée seule, le suicide de père, les overdoses. C'est toi qui as distribué, Claire, mentit Étienne. J'ai les papiers. Faux. Mais dans leur panique, ils signèrent un armistice, restitution des fonds, divorce discret, exil d'Isabelle en Espagne. J'acceptai, mais avec une clause, un gala final à l'opéra, pour célébrer notre amitié. C'était mon piège. Paris, avec ses boulevards larges comme des artères ouvertes, m'offrait le théâtre parfait pour la chute. Le gala approchait, et avec lui, l'odeur âcre de la peur qui suintait de leur port. J'avais choisi Tosca pour sa trame impitoyable, amour, trahison, suicide sur les remparts du château Saint-Ange. Ironie du sort, ou ma signature. Les invitations partirent vers les puissants ministres de la culture, magnats du CAC 40, même un descendant des Rothschild qui collectionnait nos parfums comme des reliques. Venez célébrer l'héritage Duval, écrivais-je, ignorant les appels paniqués d'Étienne. Claire, annule ça. On peut régler en privé. Non. Le public serait mon jury, et la lame, mon verdict. En attendant, je me repliai dans notre maison de famille à Versailles, un hôtel particulier au jardin labyrinthique où Louis XIV avait autrefois comploté. Là, seul avec mes souvenirs, je déterrais les strates de notre passé. Isabelle n'avait pas toujours été la vipère. Enfant, elle était ma poupée de chiffon, que je protégeais des colères de mère, une ancienne modiste ruinée par les dettes. Tu seras toujours ma petite sœur, lui jurai-je en tressant ses cheveux roux sous les platanes de la place des Vosges. Mais l'adolescence l'avait changé. Jalousie viscérale quand j'entrais à l'école du Louvre, rancune quand père me légua les formules secrètes. Étienne l'avait attisé, ce serpent en costume 3 pièces, qui voyait en elle l'alibi parfait pour son ascension sociale. Elle est plus accessible, m'avait-il avoué une fois, ivre de Bordeaux lors d'un dîner à la Tour d'Argent. Accessible? Le mot me rongeait comme un acide. Moreau, mon détective, revint avec de nouveaux os à ronger, des preuves que l'affaire des parfums opioïdes n'était pas close. Un journaliste du Canard enchaîné, un certain Duval, homonyme moqueur, avait rouvert le dossier. Des victimes ressurgissaient, hantées par des addictions fantômes. Si ça éclatait, ce serait ma tête sur le billot. J'avais signé les aveux pour protéger père, et Étienne les avait enterrés en me faisant porter le chapeau. Vous gantez le crime, madame, grogna Moreau, son accent auvergnat roulant comme des cailloux dans la Dordogne. Ils vous ont utilisé comme gants de velours sur une lame rouillée. Je hochai la tête, imaginant déjà le manche dans ma paume. Pour me préparer, je m'entraînais. Pas au tir, trop vulgaire, trop américain. Non, à l'art subtil de la mise en scène. J'achetai le poignard chez un antiquaire du Marais, une dague du XVIIIe siècle, forgée pour un duel entre amants jaloux. Parfait pour un opéra, ironisa le vendeur, un vieux schnock aux lunettes en écaille. Je l'aiguisai dans la cave de Versailles, frottant la lame sur des pierres ponces importées de Corrèze,
tandis que Bach murmurait des fugues à la radio. Chaque coup de pierre était une prière, pour la précision, pour le silence après le choc. Et pour le twist que je réservais, non pas la mort, mais la révélation qui les consumerait vivants. Le soir du gala arriva, drapé dans un brouillard de novembre qui enveloppait Paris comme un linceul. L'Opéra Garnier scintillait, ses lustres de cristal jetant des éclats sur les robes de taffetas et les smokings amidonnés. J'entrai la dernière, dans une robe noire de chez Dior, cintrée comme une seconde peau, le poignard dissimulé dans un fourreau cousu à la cuisse. Étienne m'attendait au pied de l'escalier d'Aru, pâle sous son bronzage artificiel de cabine UV. « Claire, s'il te plaît », murmura-t-il, ses lèvres tremblant comme celles d'un accusé en appel. Isabelle, à son bras, arborait un sourire figé, sa robe rouge sans contrastant avec sa peau laiteuse. « Quelle soirée magnifique, grande sœur », susurra-t-elle, mais ses yeux criaient la terreur. Nous prîmes place dans la loge royale, surplombant la fosse d'orchestre où les violons accordaient leurs plaintes. Tosca commença, la diva suppliant, le bourreau ricanant. À l'entracte, le foyer s'emplit de murmures et de coupes de tétingés. C'est là que je frappai. Pas encore la lame, mais les mots. Mes chers amis, lançai-je d'une voix claire, dominant le brouhaha, ce soir, nous célébrons non seulement l'héritage Duval, mais aussi la vérité. Les têtes se tournèrent, curiosité piquée. Étienne se figea, sa flûte suspendue à mi-chemin des lèvres. Je déroulai l'histoire comme un parchemin ancien. La trahison conjugale, les vols financiers, le complot pour me ruiner. Preuves projetées sur les écrans géants, mais, virement, le dossier médical falsifié. Le public haleta, un mélange de scandale et de fascination, comme lors d'un procès à la cour d'assises de Bobigny. Isabelle tenta de s'interposer. C'est de la calomnie. Claire est folle, elle boit. Mais je ripostai, calmement. Bois? Non, ma chère. C'est toi qui as versé le poison à Cannes. Un silence de cathédrale tomba, puis les flashs crépitèrent. Les puissants reculaient déjà, sentant l'odeur du naufrage. Étienne, acculé, tenta le retournement. Elle ment. C'est Claire qui a tué son père, overdose, suicide masqué. Il sortit un faux document, brandi comme un étendard. Le public murmura, divisé. Certains hochaient la tête, se rappelant les rumeurs. D'autres, fidèles à mon nom, me défendirent. Mensonge! Criai-je, et là, dans le chaos, je sortis la dague. La lame scintilla sous les lustres, et je la plantai, non dans sa chair, mais dans le faux papier, clouant sa main au plateau d'une table d'apéritif. Du sang perla, modeste, mais symbolique. Lis ça, Étienne. Le vrai contrat. C'était l'acte notarié que j'avais fait rédiger en secret. Transfert total de ses biens vers une fondation anonyme pour les victimes d'addiction. Il avait tout perdu en un geste. Isabelle hurla, se jetant sur moi, mais la sécurité, mes hommes, déguisés en steward, l'immobilisa. Le foyer devint un pandémonium. Cris, sirènes au loin, le chef d'orchestre appelant au calme depuis la scène. J'étais au centre, la dague dégoulinante d'encre et de sang, un sourire aux lèvres. Vengeance? Oui, mais pas achevée. Le twist attendait, tapi dans l'ombre comme un chat de gouttière. La police arriva en un cortège de gyrophares bleus qui zébrèrent la nuit parisienne, transformant le foyer de l'opéra en scène de crime surréaliste. Des agents en gilet pare-balles, l'accent roulant des banlieues, me menottèrent sans ménagement, tandis qu'Étienne, la main bandée à la va-vite, braillait des accusations. Elle est folle. Arrêtez-la. Isabelle, échevelée, pleurait des larmes de crocodile, murmurant à un flic. C'est ma sœur, elle a toujours été jalouse. Jalouse? Le mot ricocha en moi comme une balle perdue, alimentant la braise de ma fureur. On me traîna dehors, sous les yeux écarquillés des invités qui filmaient déjà pour les réseaux. Paris, ville des Lumières, mais surtout des Lix. Au commissariat du 8e, dans une salle d'interrogatoire aux murs jaunis par des décennies de confession, le commissaire Lefebvre m'accueillit avec un café tiède et un regard las. « Madame Duval, vous venez de transformer un gala en pugilat. Expliquez. » Je souris, les menottes froides contre ma peau. Commissaire, ce n'était qu'un prélude. Le vrai drame est dans les ombres. Et je déballai tout, pas seulement la trahison, mais le gisement plus profond. Le suicide de père, les aveux que j'avais signés pour le couvrir, un crime d'honneur, dirais-je, dans la tradition des duels français. Étienne m'a forcé à endosser ça. Il a rédigé les faux, pas moi. Lefebvre haussa un sourcil, notant sur un bloc jauni. Preuve. Moreau avait tout fourni. Disque dur, enregistrements vocaux où Étienne dictait les mensonges. Le commissaire soupira. Ça sent le parquet. Mais la lame. C'est du pénal. La nuit s'étira en un interrogatoire marathon,
ponctuées de pauses où je repensais à l'enfance à Nanterre, ces HLM grises sous le ciel de plomb, où mère cousait des robes pour des bourgeoises en rêvant d'ascension sociale. Elle nous avait élevés à la dure, avec des contes de fées tordues. Cendrillon n'était pas sauvé par une pantoufle, mais par un poignard caché dans sa ceinture. Les hommes prennent, les femmes reprennent, psalmodiait-elle en filant son aiguille. Isabelle avait oublié ça. Moi, je l'avais tatoué dans mon sang. Au matin, on me libéra sous caution, influence des Duval, encore intacte. Étienne et Isabelle, eux, furent placés en garde à vue pour fraude et tentative d'empoisonnement. Les journaux titraient déjà « Scandale à l'opéra, l'héritière poignarde son mari en public ». Les éditos du Figaro me peignaient en furie hystérique, Libé en féministe vengeresse. Paris se divisait, comme toujours lors des grandes chutes. D'un côté, les traditionalistes hurlant au sacrilège familial. De l'autre, les progressistes applaudissant la rébellion olfactive. Je rentrais à Versailles, l'appartement haussmannien scellé par des rubans jaunes. Seul dans le labyrinthe des jardins, je marchais pieds nus sur l'herbe mouillée, inhalant l'odeur terreuse des ifs taillés en labyrinthe, un écho à nos vies emmêlées. C'est là que le doute s'insinua, venimeux comme une essence frelatée. Et si j'avais gagé trop? Le journaliste Duval avait-il été soudoyé par Étienne pour relancer l'affaire des parfums? Un appel anonyme, cette nuit-là, confirma mes craintes, une voix déformée, féminine. « Claire, tu as ouvert la boîte de Pandore. Mais le vrai poison, c'est en toi. » Isabelle? Non, plus sournois. Mère? Vivante? La rumeur qu'elle s'était suicidée après la mort de père n'était qu'un leurre. Elle s'était exilée en Corse, rongée par la culpabilité d'avoir poussé père à l'alchimie illégale pour payer nos études. Le twist se révéla lors d'une confrontation au palais de justice de Paris, où le procès préliminaire s'ouvrait comme une fleur carnivore. Étienne, en costard impeccable malgré la main plâtrée, plaida la victimisation. Ma femme est paranoïaque, influencée par des hallucinations dues à des substances. Il produisit des analyses falsifiées, montrant des traces d'opioïdes dans mon sang, ironie, issues de nos propres parfums que j'avais testés pour me calmer. Isabelle, en tailleur blanc immaculé, sanglota. Elle noyissait depuis l'enfance. C'est elle qui a tué père. Le public, journalistes, badauds du dehors, se scinda. Des pancartes « Justice pour Claire » côtoyaient des familles d'abord. Moi, au banc des accusés pour violences aggravées et faux témoignages, je sentis le sol se dérober. J'avais porté leur crime, mais maintenant, ils me le renvoyaient comme un boomerang empoisonné. Pourtant, dans cette arène de marbre froid, je contre-attaquai. Mon avocat, une avocate féroce du nom de Valérie Lemoine, une basque au verbe tranchant, présenta le vrai coup de théâtre, un enregistrement de mère, exhumé par Moreau. Sa voix, rauque d'années de tabac corse, confessait tout. C'est moi qui ai mélangé les formules. Pour l'argent, pour mes filles. Claire a pris le blâme par amour filial. Étienne l'a su et l'a exploité. La salle explosa en murmures. Étienne blêmit, Isabelle s'effondra en larmes vraies, cette fois. Mais le vrai venin vint après. Valérie révéla que le contrat d'Étienne n'était pas seulement financier. Il incluait un avortement clandestin, forcé sur Isabelle des années plus tôt, pour qu'elle ne complique pas notre mariage. J'étais au courant? Non. Mais en l'apprenant, devant le tribunal, je vis la fracture. Ma sœur n'était pas seulement traîtresse. Elle était brisée, marionnette d'un homme qui l'avait violée dans l'âme avant le corps. Le juge ajourna, mais le mal était fait. Presse en folie, manifestation devant le TGI, libérez Claire. Pendez les Duval. Paris, maudite et adorée, se repaissait du drame comme d'un opéra bouffe. Moi, je rentrais, brisé mais aiguisé, sachant que la vengeance n'était pas un coup de poignard, mais une lente distillation. Les semaines suivantes furent un purgatoire de dépositions et de fuites orchestrées. Étienne, libéré sous contrôle judiciaire, disparut dans un appartement discret de Passy, protégé par des huissiers véreux. Isabelle, internée en HP à Sainte-Anne pour stress post-traumatique, m'envoya une lettre griffonnée. « Tu m'as détruite, Claire. Mais souviens-toi, mère nous aimait plus elle. » Plus elle. Le mot claqua comme un fouet, ravivant des souvenirs enfouis. Les nuits où mère nous abandonnait pour des amants douteux du Pigalle, promettant des robes mais rapportant des bleus. J'avais protégé Isabelle de ça, devenant la grande sœur bouclier. Et maintenant, elle me poignardait dans le dos, aidée par l'homme que j'aimais. Je décidai de creuser plus profond, fuyant les paparazzis qui campaient devant Versailles comme des hyènes affamées. Avec Moreau, nous partîmes pour la Corse, l'île de beauté, mais aussi de secrets calcinés par le maquis. Bastia, avec ses ruelles étroites puant l'anisette et le sel, nous accueillit sous un ciel plombé. Mère vivait dans une masse isolée près de Calvi, un taudis de pierre où les chèvres erraient libres. Elle ouvrit la porte en peignoir élimé,
les cheveux blancs comme la craie, les yeux, nos yeux, creusés par l'absence. Claire. Ma fille prodigue. Pas d'accolade, un regard, et le poids des ans tomba. Assise sur une terrasse surplombant la mer Tyrrhénienne, battue par un vent sirocco, elle déballa son fardeau. J'ai ruiné ton père avec mes dettes. Les parfums, mon idée, pour rembourser les usuriers de Marseille. Il a suivi, par amour tordu. Et Étienne, il est venu me voir, après la mort de ton père. Aidez-moi à la briser, a-t-il dit. En échange du silence. Briser? Pour qu'il hérite via le mariage, via les aveux que j'avais signés. Mère avait accepté, par rancune, tu étais la préférée, Claire. L'héritière parfaite. La révélation me frappa comme une lame. La trahison n'était pas duo, mais trio. Famille contre famille, un inceste moral qui pourrissait tout. De retour à Paris, le procès reprit de plus belle. Le palais de justice, ce colosse néoclassique, devint notre arène. Étienne, avec un avocat vedette du barreau, un requin nommé Bertrand, connu pour avoir blanchi des fonds pour des politiques, tenta le retournement final. Claire Duval n'est pas victime. Elle est architecte du chaos. Regardez, elle a falsifié le contrat de mariage pour s'enrichir. Il présenta des expertises truquées, montrant des signatures altérées. Le public, massé dehors sous la pluie fine de décembre, scanda des slogans contradictoires. Vérité pour les victimes. VS, Duval menteuse. Moi, en chignon serré et tailleur gris anthracite, je tins bon. Valérie Lemoine riposta avec l'enregistrement corse, diffusé en direct. La voix de mère, craquelée comme un vin vieux. Étienne m'a payé pour mentir. Claire est innocente. Le chaos éclata. Huée, pleurs d'Isabelle depuis le banc des témoins, où elle craqua enfin. Il m'a forcé. À tout. Le lit, les mensonges, l'avortement. Le juge tapa du marteau, mais le mal était fait. Étienne, visage crayeux, tenta de fuir la salle. Plaqué au sol par les gendarmes, ses lunettes brisées sous les semelles. La presse explosa. Inceste financier et viol conjugal, le clan Duval implose. Paris, friand de tragédies domestiques, se délectait, dîner chez Lippe où l'on disséquait le duel des sœurs, édito dans Le Monde questionnant vengeance ou justice. Mais le chaos vint en privé. Une nuit, seul dans l'appartement rouvert, je reçus un colis, une fiole de notre parfum originel, le jasmin noir, avec une note « Bois-moi et joins-moi ». Étienne, en fuite vers la Suisse, avait laissé sa vie à un coursier. Poison? Tentation suicidaire? J'hésitais, le verre à la lèvre, inhalant l'odeur qui m'avait tué à petit feu. Puis je versai dans l'évier, regardant le liquide noir s'écouler comme du sang. Non. Ma vengeance serait vivante, corrosive. Le verdict tomba un matin de givre. Étienne condamné à 10 ans pour fraude et coercition. Isabelle, acquittée pour complicité forcée, mais ruinée socialement. Moi, absoute, mais marquée. Claire Duval porte encore les stigmates moraux, nota le juge. Le public se chia. Certains me virent héroïne, d'autres meurtrière d'âme. Et mère? Elle rentra de Corse, pour un face-à-face final dans les jardins de Versailles. Pardon, Claire, murmura-t-elle, mais ses yeux mentaient encore. Le printemps 2026 enveloppa Paris d'un voile de cerisier en fleurs. Mais pour moi, c'était un suaire parfumé de regrets. Absoute légalement, je repris les rênes de Duval Parfum, transformant l'empire en fondation pour les victimes d'addiction, un phénix ironique des cendres familiales. Les boutiques du faubourg Saint-Honoré bourdonnèrent à nouveau, mais les clients chuchotaient en sprayant. C'est elle, la poignardeuse de l'opéra. Isabelle s'exila pour de bon en Espagne, à Barcelone, où elle montait une galerie d'art obscur, peignant des toiles sanglantes de sœurs ennemies. « Écris-moi » m'implora-t-elle dans une dernière lettre, tachée de larmes ou de vin. Je ne répondis pas. Le silence était mon nouveau contrat. Étienne, incarcéré à Fresnes, m'envoya des missives venimeuses. « Tu m'as volé ma vie, mais je te hanterai depuis l'ombre. » Hanté? Il essaya, des fuites anonymes relançant l'affaire des opioïdes, accusant encore ma folie. Mais Paris, volage, passa à autre chose. Un scandale ministériel, une expo au Grand Palais. Mère s'installa près de moi, dans une dépendance de Versailles, un fantôme bienveillant qui cuisinait des gratins de blettes en murmurant des excuses. On recommence. Claire? Pour de vrai. Peut-être. Nos dîners, arrosés de Châteauneuf-du-Pape, étaient des trêves fragiles, où les rires effleuraient les plaies sans les guérir. Pourtant, le twist final surgit comme un coup de théâtre de Molière, amer et imprévu. Un test ADN, commandé par Valérie pour clore les dossiers, révéla l'impensable. Isabelle n'était pas ma sœur de sang. Mère, dans un accès de désespoir après la mort de père,
avait avoué à l'avocate, elle est de ton père. Et d'un autre. Un ouvrier de grâce, avant notre mariage. Bastardie corse, secret enterré sous des couches de mensonges. Étienne l'avait su, via des investigations privées, et l'avait utilisé pour la manipuler. Tu n'es rien sans moi, orpheline des Duval. Isabelle, apprenant la vérité lors d'une visite pénitentiaire, tenta le suicide. Elle survécut, mais brisée, m'écrivit. Étais-je ton bouclier ou ton bouc émissaire? Je volai à Barcelone, traversant les Ramblas bondées pour la trouver dans une clinique blanche, les veines bandées. Pourquoi ne m'as-tu pas tué à l'opéra? Demanda-t-elle, voix rauque. Je pris sa main, froide comme du marbre. Parce que la vengeance n'efface pas le sang partagé, ou pas. Nous pleurâmes, non pas de haine, mais d'un deuil immense, pour la famille que nous n'avions jamais eue. Étienne, il pourrit en cellule, sa fortune, la mienne, jadis, dilapidée en appels perdus. Mère, apprenant le pot aux roses, s'effondra, j'ai tout gâché pour un amour volé. Biquet. Oui, mais avec une lueur, la vérité, enfin distillée, pure comme un absolu sans additif. Aujourd'hui, je marche sur les quais de Seine, le vent portant l'odeur des marronniers. Paris m'a mâché, craché, mais je respire encore. La dague, exposée au Louvre, anonyme, comme relique d'un duel moderne. Et le contrat que j'ai rédigé, que lui n'a jamais lu. Il m'a sauvé, en effaçant sa fortune, et la mienne en creux. Vengeance accomplie, les lecteurs jugeront, héroïne ou monstre. Pour moi, c'est l'entre-deux, UAM étendu, à la française. Elle a rédigé le contrat que lui n'a jamais lu et a vu sa fortune disparaître.